Protestinfo, vous avez certainement déjà repéré cette signature dans les différents titres de la presse romande. Le Temps, 24 heures, la Tribune de Genève, la Liberté, Arc Info ou le Nouvelliste. Mais comment comprendre que des articles écrits par une agence de presse, créée et financée par les églises réformées romandes, se retrouvent dans la presse généraliste? Quelle crédibilité? Et en plus, est-ce que c'était pas un peu une opération suicide pour les églises, d'engager des journalistes libres et indépendants? La réponse dans cette vidéo tournée à l'occasion des 25 ans de notre agence de presse et qui réunit des responsables d'église et des responsables et membres de cette presse qui nous reprend. Bon visionnage! Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie et un tout petit sentiment de vertige que, en tant que directeur de Mediapro, je vous souhaite la bienvenue pour fêter ensemble les 25 ans de Protestinfo. Une agence de presse qui, depuis un quart de siècle, prouve qu'on peut parler d'église sans faire de sermon et que la rigueur journalistique peut éclairer le débat public autant qu'un vitrail éclairer une nef. Il faut se souvenir du pari un peu faux qui a présidé à la naissance de Protestinfo en 1999. Doter les églises d'un outil médiatique indépendant. Indépendant mais pas indifférent. Capable de prendre la juste distance mais pas de se couper de ce qu'il couvre. En bref, une rédaction qui sache regarder ce qui sévit dans les communautés chrétiennes avec la même exigence que si elle couvrait la bourse, mais avec un supplément d'âme. Au fil des ans, Protestinfo a gagné son pari. Ces articles sont respectés dans les rédactions des Suisses romandes. Ils sont repris et cités, non pas parce qu'ils arrangent les églises, mais parce qu'ils cherchent, ils creusent, ils explorent avec le maximum d'objectivité et de professionnalisme. Dans un paysage médiatique qui, soyons honnêtes, ne se passionne pas toujours spontanément pour nos débats théologiques et synodaux, cette crédibilité est une victoire en soi. Je veux, en ces jours d'anniversaire, saluer toutes celles et tous ceux qui ont façonné cette histoire. Les journalistes, bien sûr, mais aussi les responsables d'église qui ont fait confiance à cette indépendance, parfois au prix de quelques sueurs froides. Mais c'est le jeu, et c'est même la preuve que Protestinfo fait bien son travail. Nous aurons dans un instant la chance d'entendre des personnalités qui ont incarné et qui incarnent aujourd'hui cette aventure et les défis actuels. Le premier rendez-vous avec Michel Kocher, mon prédécesseur à la tête de Mediapro, Nicole Métral, première rédactrice en chef de l'agence, et Anne-Sylvie Sprenger, actuelle rédactrice en chef, évoquera l'histoire des Protestinfo depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Rita Famos, présidente de l'Église évangélique réformée suisse, Yves Bourquin, vice-présidente du conseil exécutif de la Conférence des Églises réformées romandes, Beat Grossenbacher, ancien rédacteur en chef de l'ATS et membre de la commission d'experts qui accompagne le directeur de Mediapro, et Philippe Lebas, actuel président du conseil synodal de l'Église réformée vaudoise, s'exprimeront sur le défi qui constitue une agence de presse indépendante d'un point de vue éditorial, mais financée par des églises. Chacune et chacun témoignera de la nécessité pour les églises d'accepter le regard d'une presse libre, même quand ce regard dérange. Parce qu'au fond, une foi qui ne supporte pas les questions n'est pas une foi, mais une certitude. Et une église qui ne laisse pas parler une presse indépendante rassemble plus à une forteresse qu'à une maison ouverte. Enfin, 4 journalistes, Joël Fabre, ancienne rédactrice en chef adjointe des 24 heures, Laetitia Guinon, productrice et présentatrice à L'Aimant Bleu, Aline Giacotet, responsable de la rubrique Monde au Temps, et Nicolas Vieman, journaliste à Arc Info, ancien rédacteur en chef de l'Express et l'Impartial, échangeront sur la crédibilité d'une agence de presse financée par des églises. Alors, avant de lancer le premier débat, laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à Protestinfo et que l'agence garde encore longtemps cette audace tranquille, ce mélange de curiosité, d'esprit critique et de conviction que les sujets religieux méritent une parole professionnelle et digne de confiance. Et pour ceux qui sont déjà distraits par une autre perspective, oui, après nos débats et vos questions, il y aura un cocktail dînatoire et rassurez-vous,
ni les vérités, ni les petits fours ne manqueront ce soir. Bienvenue à toutes et tous. Merci Paolo. Eh bien, j'appelle. Il y a déjà une première fake news ce soir, mais Paolo, tu n'y peux rien parce que ça vient de tomber. Nicole Métral, la première Anne-Sylvie Sprenger de Protest Info, donc la première rédactrice en chef qui était passée de 24 heures à Protest Info il y a 25 ans et est malheureusement souffrante, donc elle ne sera pas avec nous. Mais Michel Cocher est là, qui l'a connu. Michel Cocher qui était donc qui est l'avant-dernier directeur de Mediapro. Tu n'étais pas directeur, Michel, quand Nicole Métral est arrivée tout de suite à la rédaction. Toi, tu étais à RTS Religion qui fait aussi partie de Mediapro. C'est ça. Tu me confirmes juste, puis après on se lancera. J'ai une petite hésitation parce que dès le début, non, tu as raison sur les faits, mais tous les journalistes protestants étaient concernés par la création de Protest Info. On avait un service de presse protestant avant, qui fonctionnait bien, mais en coulisses, on s'est dit, au fond, si ce service de presse mutait en agence, ça serait peut-être mieux. Et fort de cette idée et de la solidarité entre les journalistes protestants dont j'étais, on a négocié, on a poussé, on a encouragé nos employeurs à passer d'un service de presse à une agence de presse. Et effectivement, j'étais de ceux qui soutenaient le dispositif, évidemment, parce que j'étais journaliste moi-même pour les églises au sein de la RTS. Donc à la radio, hein, voilà. C'est pas encore RTS Religion à l'époque. Mais non, c'est pas encore RTS Religion. On a bien bataillé pour ça avec nos collègues catholiques. Maintenant, ça l'est. Voilà. Et donc, vous avez donc toute la rédaction de Michel, tu n'es pas visé, mais toute la rédaction de Protest Info en la qualité de nos deux personnes, Anne-Sylvie Sprenger et moi. Anne-Sylvie, tu es donc la rédactrice en chef de Protest Info depuis 2019. Voilà. Et on a toute la rédaction, mais vous avez même un quart de plus, vu qu'on est 1,5 oui, voilà, oui, bon. À Protest Info. Bon. Oui. Non, mais c'est pour se rendre compte. Très bien. Anne-Sylvie, en fait, il y avait dans le souvenir des personnes qui étaient là ou qui travaillent désormais dans Mediapro, il y avait une espèce de flou autour des origines de cette agence, en fait. On ne savait plus si c'était Mediapro, donc l'Office protestant des médias qui s'était saisi un peu tout seul pour créer cette agence, ou si c'était une vraie volonté de ce qu'on appelle la CER, on y était hier soir, toi et moi, la conférence des églises réformées romandes. Tu as fait des recherches, j'étais là aussi, mais enfin c'est toi qui parles. Qu'est-ce que tu as découvert en fait sur l'origine de cette ovni? Alors on a eu la chance avec Lucas effectivement d'aller fouiller dans les archives de la CER, donc la conférence des églises romandes, les archives qui n'ont pas encore été triées par les archives cantonales, mais on a réussi à obtenir une autorisation pour aller fouiller, et c'était un trésor. Donc il faut vraiment qu'ils fassent le job. Et on a découvert qu'au fait, le service de presse protestant avait déjà commencé une mue. Et c'était déjà entiché de cette rigueur journalistique et faisait de moins en moins de papier purement de communication, d'information. Il commençait même à faire des enquêtes. Et c'est un peu ça aussi qui a forcé le changement et la création en agence de presse. Ce qui est intéressant avec Nicole Métral, donc elle arrive de 24 heures. Michel, tu peux quand même en témoigner, c'est que voilà, elle commence déjà. Alors, c'est pas tout à fait le fonctionnement d'une agence de presse qui envoie, voilà, comme l'ATS peut envoyer des dépêches. Elle faisait aussi déjà des pactes entre guillemets avec certains journaux. Elle faisait des exclusivités, mais alors elle était sur l'enquête, mais elle était aussi beaucoup sur les thèmes de société en fait. Bon, pour lancer l'agence, pour faire le passage que tu évoques du service de presse qui faisait du bon boulot par ailleurs à celui de l'agence, il fallait trouver une personne emblématique qui ait la crédibilité. Donc on a mis le poste au concours, et puis Nicole Métral nous est apparue, à juste titre, ça s'est avéré bien sûr, après coup, mais elle nous est apparue comme la personne qui pouvait faire ce lien venant de 24 heures, plutôt d'un journalisme et travaillant pour nous, mais gardant son réseau, parce qu'évidemment c'est toujours une affaire de réseau. Donc en choisissant Nicole aussi, on envoyait un signal à l'extérieur, puis on avait ses compétences qui étaient absolument indispensables pour faire des papiers qui correspondent aux besoins de nos confrères de la presse écrite. Anne-Sylvie ? Oui, et je tiens à dire qu'à Nicole, entre autres choses, on lui doit le nom de Protest Info, et j'ai trouvé un petit papier absolument charmant. Vous allez pouvoir nous dire si on avait fait le bon choix à l'époque. Alors, les différents noms qui avaient été proposés et listés: Mediaprot,
Média Ref, Info Ref, Ref Info, Prot Info, Protest Info, Refo Press, Calvinfo, Calvin Press, avec des interrogations. Oui, mais est-ce que Ref, on comprendrait que c'est réformé et que c'est pas référence Donc voilà, je ne sais pas si on a choisi le bon nom, mais c'était les petits trésors historiques. Ouais. Michel, est-ce que tu te souviens de l'arrivée de Protest Info dans l'espace médiatique? Donc tout de suite, effectivement, grâce à peut-être à l'aura au professionnalisme de Nicole Métral, il y a tout de suite une vraie... Alors effectivement, la presse aussi avait plus de pages et pouvait peut-être plus se permettre de prendre de papier venant d'une agence. Mais quelle est la réception au départ du point de vue médiatique, vraiment, de cette église qui arrive, comme ce qui est financée par les églises, mais qui peut écrire librement sur ces dernières? J'ai de la peine à te répondre parce que moi, j'ai travaillé pour la radio et mon rapport à l'agence était un rapport très utilitariste. C'est-à-dire qu'à la RTS, on avait besoin d'infos du terrain parce qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher l'info sur le terrain, sauf des magazines et des enquêtes, mais autrement, de l'info, il nous en faut. Donc, j'avais plutôt la posture de celui qui, comme des confrères de la presse écrite, ont besoin de papiers de terrain pour pouvoir les relayer. Nous, on a besoin d'infos du terrain. Moi, je n'ai pas l'impression que le fait qu'on soit passé une agence de presse et que Nicole la dirige était, en quelque sorte, donnait l'impression que les églises avaient simplement retourné leur veste et puis changeaient de dispositif. Moi, j'ai l'impression que tout de suite, mais d'autres ont suivi, je pense à Andrew Stalibras, qui est là, qui a fait des années dans le comité, parce qu'il y a toute une série de gens, hein, je dis juste, de laïcs qui ont soutenu, qui croyaient à cette agence, qui ont fait un boulot incroyable pendant des années. Et puis après, on l'a repris à Mediapro, et puis c'est entré dans le gros dispositif qui est celui actuellement. Mais je dirais, d'emblée, Nicole, elle avait le crédit pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné d'emblée grâce à son réseau. Sylvie, on reviendra là-dessus après, mais juste quelle est aujourd'hui, dans une presse qui est quand même assez un peu exsangue, la réception de Protest Info, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on a une jolie soirée ce soir? On a mis beaucoup de reprises au mur, mais voilà, est-ce que tu as commencé en 19? Est-ce que ça a changé depuis que tu es arrivé? Est-ce que ça va? Bon, ça va quand même un peu mieux parce que voilà, on a peut-être essayé d'insuffler quelque chose, mais... Alors, je vois que en regardant les archives, alors effectivement, la période Nicole Métral, il y avait énormément d'articles dans la presse, mais quand on analyse pourquoi, on voit qu'il y avait aussi des titres qui avaient 50, 55 pages. Donc, ils étaient preneurs de papier qui parlaient des églises, et les églises avaient une autre place dans la vie de la cité. Quand je suis arrivée, il y avait des collaborations, mais il y en avait des fixes, des fidèles, des historiques comme 24 heures, La Liberté et Le Courrier qui tous deux ont une page religion, et d'autres médias qui ne prenaient plus Protest Info. Et ça, tout dépend en fait souvent des rédactions en chef. Pour nous, on regarde avec une grande frayeur dès qu'il y a des changements dans la presse, parce que tout vient de la sensibilité, pas tout, c'est le travail, c'est la rigueur qu'on a, c'est la façon de savoir présenter des sujets. C'est pas des fois simplement le sujet, parce que des fois une rédaction n'est pas abonnée, puis le sujet est bon, quoi. Alors, on a réussi à approcher, par exemple, le Nouvelliste qui était complètement contre l'idée d'avoir une agence de presse. J'ai dû envoyer la charte qui disait qu'on n'était pas la seule des églises, j'ai vraiment dû envoyer toute une série de documents pour les rassurer, pour leur dire qu'on n'était pas là pour faire du prosélytisme. Certains de nos papiers qui grattaient un peu les églises les ont convaincus, mais on a mis le pied dedans avec un papier sur Doha qui finançait des mosquées en France et en Suisse, parce que là, ils se disaient, là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, à chaque fois, il faut remettre la charrue et espérer, faire confiance. Michel? Oui, juste un mot entre Nicole Métral et toi. On a eu Tania Burry qui est là ce soir. Je l'ai entreaperçue, mais je la vois pas. Elle est là, Tania. C'est une transition importante parce que Nicole Métral venait de 24 heures, plutôt d'un journalisme magazine et société. Après, quand elle est partie, on a remis le poste au concours et puis on a eu parmi tous les candidats, on a pu choisir quelqu'un qui venait de l'ATS. Tania, elle venait de l'ATS et on s'est dit, tiens, ben voilà, ça colle. On a une agence de presse, prenons quelqu'un qui sait ce que c'est le métier agence de presse, mais vraiment
de la façon la plus rigoureuse, la plus indépendante possible. Et cette longue période avec toi, Tania, a été une période aussi extrêmement fructueuse parce qu'elle nous a peut-être fait passer un petit peu plus du côté magazine, papier long, à des papiers plus courts, plus proches de l'actu, dont on n'était pas toujours sûr qu'ils soient pris, mais comme on avait ce souhait, disons, d'agence de presse, c'est-à-dire de donner des infos, voilà, on a pu, et ça, l'équipe radio dont on a beaucoup profité pour alimenter ces chroniques, notamment le matin. Ce qu'on comprend, c'est que chaque rédacteur ou rédactrice en chef avait son interprétation. Anne-Sylvie, quelle interprétation de la mission tu as eue en arrivant? Et est-ce qu'elle a pu être décriée ou... Je crois qu'on arrive tous, en tant que rédacteur en chef, avec notre passé, nos expériences passées. Tania venait de l'ATS, Joël Bury venait d'Edipresse. C'était déjà 20 minutes. Voilà. Et puis moi, j'étais journaliste indépendante pendant une vingtaine d'années. Culture, hein, plutôt. Culture Société. Ouais. Culture Société. Et donc, j'ai pris mon fonctionnement. Moi, c'était plutôt dans le fonctionnement que j'ai un peu fait évoluer. C'est que j'ai agi pour l'agence comme j'agissais moi en tant que pigiste, à contacter les rédactions en amont, à leur envoyer un pitch vendeur le plus possible pour qu'ils aient qu'ils aient une idée précise de l'article, à quoi il pourrait ressembler au final, et puis d'avoir cette discussion en amont en disant, ben voilà, nous on aurait besoin de tant d'espace, combien vous pouvez nous en donner. Comme ça, les papiers arrivaient vraiment avec la bonne taille, la page peut être réservée, des opérations photo peuvent être menées. Donc moi j'ai apporté cette façon de faire. Et je crois que c'est ça aussi qui a changé dans les contacts parce qu'on était peut-être plus en dialogue en amont avec les rédactions. Peut-être encore juste une petite intervention chacun avant de passer à la deuxième table ronde, enfin si on peut dire ça, une scène triangulaire. Michel, ces dernières années, on a eu le plaisir de travailler ensemble plus de 3-4 ans. Ça s'est peut-être un peu intensifié au niveau des enquêtes aussi, et parfois avec les relations avec les églises. Et toi, tu devais être le tampon, Paolo l'est désormais. Parfois, quand ça se passait pas forcément bien, est-ce que ça a été compliqué? Alors évidemment, on a fait aussi pour les églises énormément des portraits. J'aime bien le rappeler quand même. Hein. La majeure partie de notre production, c'est quand même une sorte de, non pas une promotion, mais enfin simplement, on est vraiment spécialisé et on connaît l'actualité des églises. On arrive effectivement à l'adapter au contenu des autres journaux, mais ces relations avec les églises, comment elles se sont passées ces dernières années de ton règne? Je ne sais pas si c'était vraiment un règne, mais de mon travail. Alors, c'est clairement, Protest Info était de mes activités de directeur de Média Pro la partie la plus exigeante, la plus demandeuse en termes j'allais dire de protection éditoriale, puisque la fonction du directeur, c'est aussi de vous protéger, de maintenir votre liberté. Et c'est clair que c'est là où ça chauffait le plus, pour dire ça comme ça. Il faut dire aussi qu'à la RTS, on est dans un cadre très clair, avec des partenaires, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi, ce que je dois absolument dire ce soir, de façon tout à fait claire, c'est que moi, j'ai bossé toute cette période avec vous, de loin, mais de près aussi. Jamais, à aucun moment, les églises nous ont donné à Média Pro et par là même à Protest Info une consigne où on fait pression. Jamais, à aucun moment. Ça ne veut pas dire qu'après coup, une fois que le papier était sorti, elles n'étaient pas contentes. Alors parfois, c'est vrai, ça a été pénible, ça a été difficile. J'ai essayé de faire mon travail, de vous protéger, de garder l'indépendance de l'institution. Je crois qu'elle n'a jamais été elle n'a jamais été menacée. Moi, j'ai jamais senti de la part d'aucune des églises, et on en a 5 ou 6 qui sont nos financeuses, une pression quelconque, mais parfois des humeurs, directes ou indirectes. La plupart du temps, c'était relativement indirect. On peut juste rappeler qu'un temps, on était dans les locaux de l'église réformée vaudoise, juste à côté. Puis là, on s'est dit quand même, ça ne joue pas, il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin, parce que quand on croise les conseillers synodaux sur lesquels on a fait un papier, puis ils ne sont pas très contents, ce n'est pas très agréable. Donc, on a déménagé, on a quitté, en l'occurrence, la rue de l'Halle pour descendre chez Pierre-Alain Frey, et puis ensuite on a migré encore ailleurs. Mais je dirais vraiment, et ça c'est une chose que je peux dire à nos employeurs, ça n'a pas été facile pour l'agence, ça reste difficile, mais merci, moi je n'ai jamais senti aucune pression éditoriale d'aucune sorte, et c'est grâce à ce dispositif que mes collègues, toi, vous deux, vous pouvez bosser, et que vous faites justement ce travail de réglage fin, que moi je ne serais pas capable de faire. Ce n'est pas exactement mes compétences. Mon job était, et Paolo fait le même, de vous protéger, de
de garantir que la mission puisse s'exercer dans de bonnes conditions, et les églises l'entendent. Ce n'est pas toujours facile, mais elles l'entendent, elles le respectent, voire elles l'apprécient, j'espère. Pour conclure, Anne-Sylvie. Enfin, je voulais juste rebondir. Elle le respecte et on a une chance folle pour ça. Mais il y a régulièrement des petits doutes. Justement, c'est ce qui nous a donné le titre pour le prochain débat. Une folie. Est-ce une folie pour les églises de payer des journalistes qui vont fuiner et mettre leur nez un peu partout? Et dans les petits trésors qu'on a trouvés aux archives, on a trouvé que Nicole Métral, en 2005, donc 5 ans après la création de Protestinfo, faisait face déjà à des critiques sur des articles. Un rapport avait même été commandité à 2 enseignants de la faculté de journalisme pour évaluer le travail de Protestinfo. Et avec Lucas, je crois que ça nous a fait un grand bien de voir qu'au fait, ces perturbations-là qu'on peut vivre par moment, eh bien, en fait, elles ont toujours existé parce que derrière notre travail, notre mission, il y a un pari complètement fou d'avoir créé cet EVNI auquel adhèrent des rédactions, et c'est aussi complètement fou de prendre des articles d'une agence de presse qui appartient aux églises. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui restera tout le long en filigrane de la vie de l'agence de presse. Voilà. Anne-Sylvie, merci de me rejoindre. Maintenant, on va interviewer nos autres intervenants. Merci, Michel, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Alors, j'appelle nos prochains intervenants. Yves Bourquin, vice-président de la CER, donc la conférence des églises réformées romandes. On en a tellement parlé hier soir que j'en oublie. Également Rita Famos, la présidente de l'église évangélique réformée de Suisse, qui nous vient de Suisse alémanique juste pour ce soir. Merci beaucoup, Rita. Beat Grossbacher, qui est membre de la COMEX et ancien rédacteur en chef de l'ATS, on l'a dit. Et puis Philippe Lebas, qui a pris le 1er septembre la présidence de l'église réformée vaudoise. Attention, voilà, on est un verre, je l'enlève. Bien, merci vraiment infiniment d'être présent, c'était très important. Et puis, la première question que j'avais envie de poser à notre vice-président, qui est en charge au sein de la CER de l'entité média, comment est-ce que vous comprenez la volonté initiale des églises de financer un journalisme libre et indépendant? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de réformé là-dedans? Oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. C'est-à-dire que je pense qu'au cœur même du protestantisme, il y a une idée d'une part de transparence, d'autre part de transmission et troisièmement de vérité. La vérité est peut-être ce qu'il y a de plus important. Elle n'est jamais totale, elle est quand même toujours teintée de subjectif. C'est normal vu que ce sont des êtres humains qui échangent la vérité ensemble. Mais je sais pas, mais je pense qu'une presse libre, c'est déjà une volonté d'objectivité sur le monde, d'une parole donnée qui peut être partagée, qui peut être juste. Voilà, c'est aussi un mot. Et je pense que c'est la même quête, voilà, simplement, dans le protestantisme et dans le journalisme. Vous vous retrouvez dans ce mot quand même une folie pour les églises de créer ce qui est fou, en fait, c'est de transgresser quelque chose qui n'existe pas ou d'innover vers quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est encore actuellement, vous avez parlé des tensions avant, ça reste quelque chose de paradoxal que des églises disent « vous êtes libres de venir nous regarder et de dire une parole sur nous », même éventuellement de mettre au grand jour ce qu'on aimerait un peu cacher, ou en tout cas dans un premier temps. Et c'est le jeu, c'est ce jeu-là. Donc ça, c'est un peu une folie, parce que ça demande du courage, ça demande du risque, ça demande un peu de, je sais pas, aussi de reconnaître les erreurs, etc., de l'humilité. Voilà. Rita, quel avantage vous voyez pour une église à disposer d'une agence de presse indépendante? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je trouve important pour nous, que Église, d'avoir un miroir
un miroir aussi critique, qui lance des débats, qui peut regrouper les sujets qui sont pas seulement dans une église qui a sa communication, mais des sujets qui sont communs entre toutes les églises ou plusieurs des églises, et des sujets qui sont aussi des sujets dans la société. Et c'est très important d'avoir cette indépendance et d'avoir ce miroir. Naturellement, on s'énerve. Quelquefois, je m'énerve de ref.ch qu'ils critiquent. C'est nos homologues alémaniques, oui, ref.ch. Oui, c'est le pendant dans la Suisse alémanique. Mais c'est important d'avoir, et ça, c'est la deuxième raison, ça nous donne de la crédibilité dans la société. Qu'on est aussi critique, qu'on lance des débats qui ne sont pas toujours agréables. Et ça, c'est très important, je trouve. Béate, tu fais partie de la... Rita, je veux volontiers le micro pour Béate. Tu fais partie de la commission, la COMEX de Mediapro. Peut-être déjà juste pourquoi on t'a proposé ce rôle-là et puis comment tu l'appréhendes. Donc en fait, tu peux nous expliquer en fait ce qui se passe pour vos réunions. Alors en fait, je suis le seul journaliste au sein de cette commission. En son temps, on m'a proposé de rejoindre la commission parce que je suis de l'arc jurassien. Et puis Madeleine Manvert, qui présidait la commission, allait quitter la commission. Donc on m'a sollicité pour qu'il y ait encore un représentant de l'arc jurassien au sein de cette commission. J'y suis le seul journaliste professionnel et puis je suis entouré de gens qui viennent plutôt des milieux de l'Église, pasteurs, et je trouve ça très très enrichissant. Même une catholique. Même, elle est toujours là, non? Une catholique, notre amie de là, comment elle s'appelle-t-elle? Enfin, en tout cas, il y a une diversité religieuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle vient d'arriver. Isabelle Jonvaux. Ah ben mais alors, j'ai pas encore siégé avec elle parce qu'elle vient d'arriver. Oui. Moi, j'étais à l'étranger lors de la dernière séance. Enfin, voilà, pour dire qu'il y a de la pluralité. Il y a de la pluralité, et ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est qu'on est, je dirais, d'accord sur le fait de défendre bec et ongle l'indépendance de l'agence. Et on n'a jamais eu d'échanges contradictoires ou d'opposition. Je crois que la charte de l'agence est claire et la commission est derrière l'agence. Avec un petit contrôle éthique quand même de parfois comment on a pu faire certaines enquêtes ou autres. Hein. Oui, alors on est sollicité et je trouve normal quand vous êtes, l'objet de critiques, peut-être après coup de pression, je trouve bien qu'il y ait une commission, que vous puissiez la solliciter et qu'on puisse vous donner notre regard. En ce qui me concerne, plutôt un regard d'ancien journaliste. Et toi, justement, quel est pour toi l'intérêt de cette agence? Alors, je crois que c'est la crédibilité de l'Église réformée. C'est aussi un souci de transparence. Et je trouve, moi, comme l'a dit Madame Famos, le fait qu'il y ait un miroir, en fait, en face des églises. Et ça me semble fondamental. Quelle importance ça a qu'on soit dans la presse? Rita Famos, je crois que REF est pas dans les médias. Ils écrivent surtout pour leur site internet et peu dans les médias. Oui, est-ce que ça a un intérêt supplémentaire que les articles écrits par l'agence soient dans les médias? Oui, je suis très favorable que vous arrivez de placer vos articles aussi dans les journaux séculaires. C'est très ref.ch, c'est seulement le site internet, et puis il y a des journaux qui citent ref.ch, mais ils ne vendent pas des articles. Et je trouve très intéressant. Et la présence des églises romandes dans les journaux séculaires est plus fréquent que dans les journaux suisses alémaniques. On peut observer, je trouve. Oui. Monsieur Lebas, cette liberté ne va pas sans risque, forcément. Est-ce que vous voyez des limites à l'exercice?
vaste question. Vous n'aimez pas ma question? Je crois que toute liberté a des limites, quelle qu'elle soit, la liberté de déplacement, la liberté d'expression, la liberté d'une manière générale, évidemment a des limites si on veut vivre en société. Il n'y a pas d'absolu au ce bas monde. Et donc la question est de savoir où fixe-t-on la liberté, d'une part, et d'autre part, les limites à cette liberté-là. Et c'est là toute la difficulté, mais qui n'est pas inhérente à Protest Info, c'est inhérent à toute propriétaire d'un moyen de communication. Tamedia, c'est la même chose. Vous pouvez être sûr que si le patron de Tamedia avait une aventure comme chez Nestlé avec l'une de ses subordonnées, la rédaction de Tamedia poserait 2-3 questions sur la manière dont on couvre l'événement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et je ne suis pas tout à fait sûr que les principaux titres de Tamedia feraient 2 semaines sur l'aventure du patron et de sa secrétaire. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il y a eu 1 semaine sur l'affaire Nestlé, mais si la même aventure survenait dans une rédaction, je pense que la couverture serait un peu plus ciselée, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, on voit bien qu'il y a, qu'on le veuille ou non, des règles qui sont fixées. La difficulté, c'est de marier ces règles avec le besoin de liberté, donc le besoin de crédibilité de l'agence. C'est ça la vraie question. Et la crédibilité de l'agence, moi je ne suis pas sûr que d'avoir une agence confère aux églises une crédibilité. Je ne sais pas si les choses sont liées. Je pense que la crédibilité d'une église, elle ne dépend pas de savoir si elle a une agence d'information ou pas. Je pense, beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que la question, si on parle de nos frères catholiques, les problèmes qu'ils ont eus dans l'institution touchent de près à leur crédibilité. Indépendamment de savoir s'il y a une agence de communication ou pas. La question de la crédibilité est beaucoup plus profonde que la question de savoir comment on rend compte de nos activités, quelle indépendance une agence de communication a. Cela étant, il y a des tensions, vraiment objectives, et on ne peut pas simplement dire il faut une transparence totale. Là aussi, la transparence, elle a des limites. Et une transparence totale génère des vrais problèmes personnels pour les gens. Si la vie de chacun d'entre vous était totalement déballée dans les journaux, la vie conjugale, la vie financière, etc., je ne suis pas tout à fait sûr que la vie en société serait tout simplement possible. Il faut juste être conscient qu'à tout principe, il y a forcément des limites. Et ces limites, ce n'est pas simplement une volonté de cacher, c'est une volonté d'avoir des règles qui permettent la vie en société. Mais alors ma question est, quel intérêt vous-même vous voyez à cette agence de presse? Si vous en voyez un, ça peut être... Et puis, quelles sont les limites? Est-ce que vous arriviez à les définir? Quelle est la ligne rouge pour vous? Alors l'intérêt, une église a comme vocation, peut-être, alors je vais paraître un vieux réac, mais enfin je m'en excuse d'emblée, a quand même comme vocation de diffuser la parole. Sinon, je ne sais pas très bien à quoi sert une église. À diffuser un message. C'est ça le propre d'une église, quelle que soit cette église. Et donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, alors on peut avoir des pasteurs qui haranguent les foules depuis les places du village, mais c'est plus tout à fait comme ça qu'on communique. Et donc, on a besoin d'utiliser les vecteurs de communication qui sont aujourd'hui actuels. Ça, c'est le besoin. On constate qu'on est dans une société qui se sécularise de plus en plus, où le fait religieux est plus ou moins caché, mais jamais vraiment évoqué, et puis surtout pas en public, parce que quand même, alors que les gens ont besoin de spiritualité,
C'est l'une des contradictions de la société d'aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que les gens se disent « je nais, je consomme, je meurs ». Ça, c'est la vie humaine. Je ne crois pas que les gens vont se satisfaire de ça. Il y a donc autre chose. Et s'il y a autre chose, c'est ce besoin de spiritualité. Ça prend différentes formes, ça peut prendre le caractère religieux, ça peut prendre d'autres formes. Donc, je crois qu'on a besoin de diffuser un certain nombre de convictions et une forme de spiritualité. Ça, c'est le premier élément. Les limites, je crois qu'elles sont à être fixées dans la charte, c'est-à-dire il y a une indépendance, mais il y a un besoin d'objectivité, il y a un besoin de ne pas chercher le scandale pour le scandale, de ne pas chercher le buzz pour faire du buzz. Je vais me faire beaucoup d'ennemis dans la salle, hein, j'en suis conscient, mais moi je ne suis pas en campagne électorale, donc... Aujourd'hui, force est de constater que l'actualité utilise beaucoup le buzz. Pas seulement les journalistes, mais les hommes politiques, les acteurs, les gens des médias. Je m'excuse, vous ne faites pas un petit peu de journalisme bashing? Non, parce que je ne suis pas en train de critiquer seulement les... Non, mais de tous les journalistes, de la profession. Pas seulement les journalistes, mais je constate aujourd'hui que faire du buzz devient une préoccupation. C'est pas moi qui le dis. Regardez la... Kate Middleton a changé sa coiffure. Super information, les gars. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a passé en blond. Tous les médias en ont parlé. Bon, et Protestinfo là-dedans, monsieur Lebas, je reviens quand même, c'est un petit peu l'objet. Malheureusement, même la chevelure de Rita, qui est magnifique argent et qui est notre présidente des réformés, on n'en a pas parlé. Non. Non. Si je dis je crois ça, que Rita a plutôt bien été servie par nous, par des portraits, par énormément de choses, où on a diffusé d'ailleurs la parole. Mais bien sûr. Mais si je cite la chevelure de son Altesse Royale, c'est parce que, c'est pas tellement qu'elle ait changé de coiffure, moi ça m'a indifférent un peu, mais c'est l'écho médiatique que ça a généré. Et donc, ce que j'expliquais, le besoin de faire du buzz. Et donc, aujourd'hui, on vit dans une société, pas seulement journalistique, dans une société qui a besoin de ce buzz, parce que tout est personnalisé. Et donc, la difficulté, c'est de vivre dans cette société du buzz sans alimenter ce buzz. Parce que je pense qu'on a autre chose à faire que d'alimenter ce buzz. C'est ça toute la difficulté. Yves Bourquin, est-ce que quand vous parlez aux églises, dans vos échanges, est-ce qu'il n'y a pas parfois une confusion entre la communication et les besoins réels de communication qu'ont les églises, et aussi de passer par des canaux vidéo, médias, et l'information? Alors qu'on s'entende bien, je pense qu'effectivement il y a une confusion, mais je pense qu'elle est à corriger constamment. Et ça, dans les différents rôles que les dirigeants d'église ou que la CERA, c'est de corriger ça. Effectivement, au sein de l'OPM, on va dire, donc l'Office protestant des médias, eh bien, nous faisons de tout. Nous faisons de la presse libre, mais nous avons aussi à cœur de transmettre les communications des églises, les communications institutionnelles, voire légèrement publicitaires, qu'elles font sur leurs événements et les choses qu'elles font bien, donc quelque part, un petit peu pour vendre les choses. C'est une question de curseur, de savoir quelle force au sein de tout ce champ qui est la communication, nous allons mettre et quelle politique nous voulons de partage. Ce qui est sûr, ça a été dit, l'information, donc aussi la presse, l'objectivité dont elle a l'idéal, si on veut bien, eh bien, est une de nos missions au sein de la communication. Maintenant, aussi un petit peu pour réagir par rapport à ce qui a été dit avant, je pense que de temps en temps, nous pouvons faire feu de tout bois.
Dans le sens que y a un adage qui de temps en temps dit peu importe ce qu'on dise de nous, tant qu'on parle de nous, avoir et financer ces moyens de communication et d'information, c'est aussi une manière de financer des personnes qui vont parler de nous. Voilà, ils vont parler de façon, avec des regards différents, parfois clairement pour notre compte, parfois de façon beaucoup plus journalistique, objective de l'actualité, mais on les paye quand même pour parler de nous. Dans le sens couvrir le champ du religieux ou le champ de la spiritualité. Alors ça peut avoir des frontières plus ou moins larges, hein, ça on est bien d'accord, mais quelque part le champ est celui-ci. On ne vous paye pas pour faire le sport, on ne vous paye pas pour autre chose. Donc, en fait, on va quand même se trouver gagnant dans l'affaire parce que finalement nous existons, aussi au travers de vous. Et ça, je pense qu'il ne faut pas que nous l'oublions de notre panorama. Béate, que vous inspire cette discussion? Alors, une chose déjà, je trouve que Protest Info ne fait pas le buzz. Il y a d'autres représentants de rédaction ici, de rédaction très respectueuses et respectées en Suisse romande. Je trouve qu'elles font peu le buzz. Et puis, on parlait de ligne rouge. Moi, la ligne rouge, elle est donnée par le cadre dans lequel vous travaillez. C'est-à-dire, vous avez la charte, le respect des droits et des devoirs du journaliste, le respect de l'éthique professionnelle. La ligne rouge, elle est là. Mais elle n'est pas ailleurs pour moi. Donc si vous avez un lièvre à soulever, vous devez le faire. Et vous ne devez pas le faire en faisant le buzz, mais vous devez le faire en enquêtant et en faisant du travail sérieux. On parle de liberté à potentiellement restreindre. Est-ce qu'une agence de presse comme la nôtre arriverait à exister dans l'espace médiatique s'il n'y avait pas cette assurance qu'elle répond entièrement à la charte des droits et des devoirs des journalistes? Est-ce qu'elle pourrait être reçue et publiée? Je pense qu'elle serait peu crédible, certainement. Et je ne pense pas qu'elle serait accueillie les bras ouverts par les rédacteurs en chef, par les rédactions en chef. Je crois que si on vous a demandé aux nouvellistes de fournir la charte, de les convaincre que Protest Info fait du travail de fond et le fait sérieusement, ça prouve bien que si vous répondiez pas aux droits, aux devoirs des journalistes, si vous n'aviez pas une charte claire, je pense que vous rentreriez pas, on ne rentrerait pas avec Protest Info aussi facilement dans les rédactions. Monsieur Lebas, encore une question. Est-ce que l'église l'ERV, dont vous êtes le président depuis le 1er septembre, pourrait se contenter de son service de communication? Je pense que ce serait un appauvrissement. Je l'ai dit tout à l'heure, on doit être présent dans la société et bénéficier des services d'une agence de presse, contribuer à la diffusion du message. Moi, je partage pas la position du vice-président de la CER. En bien ou mal pourvu qu'on en parle, non. Alors, il faut dire n'importe quoi. Et on en parlera. Et si possible, des trucs qui choquent. Comme ça, on est sûr d'avoir un écho. Non, moi, je ne suis pas de cet avis. La crédibilité à long terme, c'est pas d'avoir l'égocentrisme qui consiste à dire il faut qu'on parle de moi. Ça, c'est vraiment un très. Non, je crois qu'on a des choses différentes qui doivent être dites et on a besoin d'avoir un vecteur dans la société, dans une société qui oublie aujourd'hui le spirituel et c'est toute la fonction, une partie de la fonction de Protest Info. Donc, en réalité, ce serait un appauvrissement si les églises romandes restaient à un seul service de com et d'information interne. Merci. Je suis ravie parce que comme ça, nos invités peuvent voir l'essence même des débats qui nous traversent dans notre univers si particulier. Nous, on est vraiment entre ces deux mondes, le monde médiatique et le monde des églises. Et je suis ravie de ce bref aperçu que vous avez pu donner. Voilà des enjeux. Et puis, on va demander aux journalistes qui sont présents de nous donner leur avis sur la question. À moins que quelqu'un d'entre vous voulait rajouter quelque chose. Il y a un changement dans les médias séculaires. À l'époque,
spécial dans la Suisse alémanique, tous les journaux, ils ont eu un spécialiste pour les religions. Et maintenant, on a économisé et on a plus de spécialistes de religion. Et il ne connaît pas les rôles, les structures. Et puis, c'est important d'avoir ces spécialistes et de les partager avec les journaux. Et ils ont une pression budgétaire. Et puis, on dit alors, on va économiser les religions et puis on achète des spécialistes et nous partageons nos spécialistes avec les journaux. Lors des 10 ans de Protestinfo, mon prédécesseur avait demandé une étude à un sociologue des médias qui avait révélé, mis en lumière ce désintérêt des médias pour la religion, en dehors évidemment des prêtres pédophiles et des attentats. Donc justement, nous sommes là, on est là pour rectifier, pour la zone grise, pour montrer un autre visage des églises et de la religion au sens large. Je vous remercie beaucoup. Et donc j'appelle à la tribune maintenant pour ce dernier débat avant la petite séquence Protestinfo sur le grill où vous pourrez nous poser des questions que vous pouvez déjà préparer dans vos têtes. Les journalistes, donc Joël Fabre, ancienne rédactrice en chef adjointe de 24 heures. Merci d'être là, Joël. Laetitia Guinan, qui produit et anime Le Point, super émission de Léman Bleu, une émission de débat. Nicolas Villemain, qui est ancien rédacteur en chef de l'Express et de l'Impartial, maintenant journaliste à Arc Info. Viens t'asseoir où tu le désires. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, il y a encore Aline qui est là en face de moi, mais j'ai cru qu'elle était déjà venue parce qu'elle se prépare depuis avant. Aline, s'il te plaît, oui, viens là, s'il te plaît. Aline, qui a été pigiste d'ailleurs pour Protestinfo, Aline, mais maintenant tu es chef de rubrique au Temps, mais tu as travaillé pour nous. Oui, tu nous as beaucoup fait de pige en fait depuis Israël, mais pas que pour nous d'ailleurs. Tu veux ouvrir le bal, Anne-Sylvie ? Oui, la première question, je voulais l'adresser à Joël Fabre parce que 24 heures, c'est quand même le titre avec Le Temps qui nous reprend le plus régulièrement et depuis des années les articles de Protestinfo. Alors, en quoi les contenus de cette agence vous semblaient-ils pertinents pour un titre généraliste comme 24 heures ? Merci Anne-Sylvie. Donc, je précise à l'intention de l'Assemblée que je ne suis plus rédactrice en chef adjointe à 24 heures, que je regrette une information que j'ai apprise ce soir, c'est-à-dire que 24 heures n'était plus abonné à Protestinfo. C'est bon, ils sont restés finalement. Ils ont hésité. Ils sont restés. Bon, alors voilà, un malentendu levé, donc je m'en réjouis. Oui, disons, c'est vrai qu'on a parlé de miroir, j'ai entendu, je pense que rêve.ch, c'est pas Protestinfo, d'après ce que je comprends. J'ai l'impression, je connais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus comme 4.ch. Donc voilà, pour moi, Protestinfo, c'est vraiment très particulier. Alors, j'étais aussi dans la rubrique société du temps de Nicole Métral, que j'ai beaucoup fait souffrir en fumant toute la journée devant elle, la pauvre a posteriori. Mais voilà, donc il y avait d'emblée, je dirais, il y a eu une histoire de confiance entre 24 heures et Protestinfo. Nicole, on la connaissait. Nicole connaissait 24 heures. Elle se définissait elle-même comme les tripes du journal. Donc, elle avait cet ADN en elle. Moi, je ne savais même pas qu'elle était protestante. Moi, je suis protestante. Elle ne le savait pas non plus. Et c'était assez naturel. Donc, on s'est adressé à elle. D'abord, c'était un peu bizarre, Protestinfo, qu'est-ce que c'est, etc. Mais on s'est vite rendu compte que ça restait une journaliste, une collègue, etc. Donc, on avait les mêmes façons de travailler, les mêmes standards. On a évoqué tout à l'heure Protestinfo qui se soumet à la Déclaration des droits et devoirs des journalistes. Ça, c'est le devoir de vérité. Ça doit parler à tous les protestants, je pense.
Et ça, ça n'a rien à voir avec, avec du buzz ou avec, avec quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, et donc pour moi, Protestinfo, c'est pas le miroir dans lequel se regarde l'Église protestante. Protestinfo, c'est l'Église réformée qui se donne à voir à tous les lecteurs, à tout le canton de Vaud. 24 heures, je rappelle quand même s'il y a plus de catholiques aujourd'hui dans le canton de Vaud, c'est un journal vaudois. Le canton de Vaud, quand même traditionnellement, c'est un canton protestant. Pour nous, ça a toujours eu du sens de faire équipe avec Protestinfo. Mais ça pose tout un tas de questions, donc je veux pas non plus épuiser le débat ici. Mais vas-y, juste un petit peu quand même. Quelle question ça peut poser? Quel dilemme? C'est intéressant. Moi je pense, Anne-Sylvie l'a dit tout à l'heure, on a toujours eu un dialogue privilégié aussi avec les rédacteurs en chef de Protestinfo. On connaissait Joël, on connaissait Tania, on connaît Anne-Sylvie et on avait vraiment ces rapports directs. Moi, j'ai jamais eu l'impression de parler avec un représentant de l'Église évangélique réformée. J'ai toujours eu l'impression de parler à des collègues et puis on se comprenait. Moi, il y a des sujets, je sais pas, je dis à Anne-Sylvie, ils sont très proactifs, ils proposent des sujets de société, des sujets de spiritualité, c'est œcuménique, c'est pas juste la petite histoire, le dernier synode, ou bien qu'on était très content que quelqu'un le couvre à notre place. Mais voilà, c'est vraiment justement cette place du spirituel, des valeurs chrétiennes, des valeurs de ce canton qui transparaissent, alors ça va continuer, je m'en réjouis, mais qui transparaissent dans le grand quotidien des Vaudois. Donc ça, moi, j'y tenais beaucoup. Et juste sur les limites, et je dis juste un petit truc, c'est que qui dit déclaration des droits, devoirs, qui dit transparence, donc c'était clair qu'il fallait qu'on dise à nos lecteurs, et c'était d'ailleurs de toute façon une de vos demandes, cet article a été écrit par Protestinfo. Et puis, Protestinfo, on parlait du nom tout à l'heure, il y a proteste dedans. Enfin, il y a pu y avoir des petits malentendus, des lecteurs qui nous disent mais c'est qui, c'est quoi, c'est des révolutionnaires ou qu'est-ce que c'est? On reviendra après parce qu'on aimerait que tu nous racontes une fois comment tu as effectivement, une fois même dans les commentaires, tu as intervenu pour répondre, dire pourquoi, mais tu le diras après. Voilà. Je voudrais d'abord maintenant parler à Lyd aussi, Jacotet, qui en fait a connu les deux côtés. On parle tout le temps de miroir ce soir, mais là c'est les deux côtés de la rive parce qu'en fait tu as écrit aussi, tu as fait des piges pour Protestinfo. Est-ce que d'abord juste pour un petit peu être dans la suite du débat qu'on vient d'avoir, est-ce que Protestinfo veut choquer, toi qui as écrit pour nous? Alors, je commencerai, si vous me permettez, par adresser un grand merci à quelques personnes dans cette salle, parce que j'ai eu le bonheur de reconnaître des gens avec qui j'ai travaillé ces 20 dernières années. Et j'aimerais dire merci à Béate de l'ATS. J'aimerais dire merci à Gabriel et à Fabien, avec qui j'ai travaillé avec grand bonheur. J'aimerais dire merci à Paolo. J'aimerais dire merci à Joël. Voilà, moi j'ai une histoire très profonde avec cette presse et ce monde aussi religieux avec lequel, qui m'a nourri et qui m'a permis d'arriver là où je suis aussi. Et donc voilà, un grand merci déjà à toutes ces personnes à qui je dois grandement une partie de ma carrière. Et puis je continuerai en disant que non, Protestinfo n'est pas là pour choquer. Je dirais que Protestinfo est là pour compléter, pour accompagner le travail que nous on fait, notamment en rubrique internationale, puisque en fait évidemment le fait religieux est au cœur de notre aussi de notre travail, notamment en ce qui concerne par exemple le conflit israélo-palestinien, mais aussi d'autres problématiques, puisqu'il est arrivé aussi que vous proposiez des interviews, des interventions sur des domaines qu'on n'arrivait pas à couvrir parce qu'on n'a pas forcément les forces pour le faire. Voilà. Chez nous, alors pour contredire peut-être un peu les interlocuteurs précédents, on ne s'intéresse pas à la coiffure de Kate Middleton. Et oui, il y a parfois des spécialistes des questions religieuses qui se retrouvent dans la presse généraliste. J'en suis un bon exemple. Mais on a besoin de Protestinfo pour pouvoir approfondir certains sujets. Et puis, pour y avoir travaillé et maintenant pour être de l'autre côté du miroir, c'est vraiment une agence dont j'apprécie le travail. Et puis, on est toujours preneur parce qu'on n'a pas assez de bras pour couvrir tout ce qu'on doit couvrir en rubrique internationale. Pour toi, quand tu es arrivé au temps, on a vraiment switché de manière très claire
tu étais ma correspondante en Israël et tout d'un coup, tu as été nommée chef de la rubrique internationale à OTAN. Donc tout d'un coup, c'est moi qui venais, enfin c'était très drôle, c'est moi qui venais avec mes petits sujets. Tu voudrais pas publier ça? Pour toi, est-ce que c'était une évidence de prendre les papiers de Protest Info, vu que tu connaissais l'agence, ou bien c'est au cas par cas? Alors c'est au cas par cas parce que ça dépend. On a tous, en tant que chef de rubrique, une sorte de découpage mental des sujets, de comment on organise la semaine, comment on orchestre un peu l'actualité. Donc il y a parfois des sujets sur lesquels, par exemple, quand il s'agit d'Israël et des territoires palestiniens, moi ce que je demande aux correspondants qui travaillent pour nous, c'est d'explorer le fait religieux. C'est impossible d'être dans un endroit comme celui-là, par exemple, sans toucher le minimum, le puck, si je peux dire, sur la question religieuse. Par contre, il y a des contextes. Je pense par exemple à l'actualité africaine, où on a beaucoup moins de correspondants pigistes, sur lesquels ce sera très intéressant en fait d'avoir un éclairage particulier. Mais pour moi, c'est jamais du purement religieux. En fait, le religieux n'est jamais purement religieux quand il entre dans un média. Il est toujours révélateur d'un fait de société, d'un fait politique, etc. Et c'est à ce titre-là que je le prends. À part à certaines exceptions, bien sûr, parce qu'il y a des événements, par exemple, évidemment, Noël, où à chaque fois, on se tourne vers moi pour me dire « Aline, est-ce que tu veux écrire quelque chose sur Noël ?» Donc voilà, donc il y a des événements comme ça qui sont purement, entre guillemets, religieux, mais c'est très rare, en fait, parce que le religieux est profondément ancré dans la vie des hommes et des femmes, et donc n'est jamais un fait détaché, en fait, de nos préoccupations. D'ailleurs, heureusement, Protest Info, des fois, est là pour les marronniers. Hein. On aime bien. Je suis d'accord. On aime bien faire ça pour tout ça. Oui, on avait fait d'ailleurs, notamment pour la Toussaint. Ça, c'est un de nos marronniers préférés, la Toussaint. Il y a un nouveau truc qui arrive, un super concept. Mais on avait fait une chose avec toi, Laetitia, et plusieurs personnalités romandes. Je crois que Monsieur Lebas en faisait aussi partie. Un article sur la mort. Comment on imaginait, comment certains people romans, des fois identifiés comme croyants, des fois pas du tout. Pour toi, c'est un peu plus compliqué. Tu en diras agnostique, je crois, tu le disais. Enfin, voilà, tu n'as pas fait le pari pascalien, mais tu... enfin, non, bref. J'aimerais bien. J'essaye de faire le pari pascalien, je n'y arrive pas. Bon, mais tu apprécies effectivement tu m'avais dit ce côté, parfois aussi, alors évidemment, des articles de fond, mais il y a aussi ces articles plus divertissants, mais où on peut quand même dire de la profondeur. Je sais que tu apprécies ce côté non poussiéreux, en fait, de ce petit bureau du fond qu'est Protest Info. Alors, j'apprécie beaucoup de choses chez vous. Non, c'est vrai, d'abord, je suis personnellement une grande fan d'Anne-Sylvie et de toi, Lucas, parce que déjà, vous êtes des excellents journalistes. Et un excellent journaliste, effectivement, c'est quelqu'un qui aborde avec rigueur, avec esprit critique et intelligence les sujets, et puis qui a le sens du sujet. Et avoir le sens du sujet, c'est pas avoir le sens du buzz ou avoir le sens, enfin, opposer le buzz au chiant. Enfin, et très clairement, avoir le sens du sujet, c'est avoir le sens des questions que les gens se posent, parfois même avant qu'ils se les soient posés. Et ça, vous le faites très bien, évidemment, dans un domaine qui est le religieux. Mais aujourd'hui, le religieux, le fait religieux, en fait, il est de plus en plus, non seulement dans le conflit israélo-palestinien, mais il est partout. Enfin, dans nos sociétés occidentales, le fait religieux revient en force chez les jeunes et de façon assez radicale. Il revient en force, évidemment, dans la politique internationale. On se croirait presque à l'époque moderne où tout d'un coup, effectivement, la politique est un moyen, le religieux est un moyen politique et la politique et le religieux se confondent, évidemment aux États-Unis, mais même en France, en Italie, etc. Et donc, avoir cet esprit-là de pouvoir d'intégrer ce fait religieux et de le travailler davantage, moi je dirais que vous êtes vraiment trop peu. À vous un et demi quoi pour le traiter. Et vous avez aussi effectivement le sens du bon sujet. Tu citais les marronniers, ce besoin de spiritualité, de pouvoir approfondir de façon plus ou moins philosophique, plus ou moins religieuse, des questions qui nous traversent. Ça, c'est très important, et de le faire avec intelligence, mais aussi avec un certain sens du fun. Et voilà, ça, je crois que vous remplissez extrêmement bien votre mission. Je pense qu'encore une fois, vous êtes trop peu. Vous êtes trop peu. Et l'intérêt des médias aujourd'hui, c'est pas seulement de se dire il faut garder du religieux parce que c'est notre tradition, notre culture. Et puis voilà, il faut quand même le faire. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il faudrait renforcer
avec cet esprit journalistique, votre rédaction et vos mandats. Non, ça, je le dis très sincèrement, d'autant plus que nous, on n'achète pas Protest Info à Léman Bleu. Moi, je suis purement une lectrice et aussi une invitante, puisque je vous ai sur mes plateaux. Mais c'est vrai que je suis d'abord une lectrice, et une lectrice avertie, évidemment, parce que moi, je suis moi-même journaliste, mais je loue la qualité vraiment de ce que vous faites. Et je pense que ça serait aussi se priver d'une grande chose, évidemment, pour les églises. Moi, je rejoins assez ce que M. Bourquin disait tout à l'heure. Effectivement, en bien, en mal, c'est important qu'on parle de soi. C'est important, notamment pour les églises protestantes classiques, parce que si je disais que le fait religieux revient pour l'église protestante plus classique, c'est compliqué, pour une certaine forme de catholicisme aujourd'hui. Et donc, de travailler tout ça et de le faire avec intelligence, évidemment, un savoir-faire journalistique, c'est extrêmement important aujourd'hui. Nicolas, nous, on a une histoire tout à fait différente, c'est-à-dire que... Oui, mais tout à fait convenable. Tout à fait convenable. Mais c'est vrai que j'ai passé des mois et des mois et des mois à faire des avances éditoriales à Arc Info, où vous travaillez, sans jamais... Et ce n'était pas à vous que je vous adressais, que c'était adressé, parce que je ne vous connaissais pas personnellement. Et on ne me répondait jamais, ni au téléphone, ni à mes mails. Et tout d'un coup, nous nous sommes rencontrés à une conférence de presse organisée par l'Église réformée neuchâteloise, je m'en souviens, et on a commencé à échanger. Qui parlait pognon, hein. Qui paniait pognon. À Neuchâtel, on parle souvent pognon quand on parle des églises. Et j'ai pu enfin vous demander, mais pourquoi Arc Info ne veut pas reprendre nos sujets ? Et vous m'aviez un peu expliqué les réticences à l'interne du supérieur de l'époque, dont on taira le nom ou pas. Non, mais les réticences, vous avez été vraiment témoin des réticences qu'il peut y avoir au sein d'une rédaction à collaborer avec une agence de presse religieuse. Alors, désolée. Avant d'être journaliste et journaliste de base à Arc Info, j'ai été, comme vous l'avez dit, pendant une dizaine d'années rédacteur en chef de l'Express et de l'Impartial. Quand j'ai commencé comme rédacteur en chef, j'ai eu un des premiers téléphones que j'ai eu, c'était de Nicole Métral, qui venait me vendre Protest Info. Ce qui n'était pas très difficile, puisque d'une part, je connaissais Nicole Métral, avec qui j'avais travaillé pendant 10 ans à 24 heures. Et puis d'autre part, dans la rédaction de l'Express et de l'Impartial, on avait le chef de la rubrique cantonale, Stéphane Deveau, le regretté Stéphane Deveau, qui est décédé trop rapidement, qui était assez engagé dans l'Église et qui était très sensible à ces thématiques-là. Donc il n'y avait pas de souci. Peut-être qu'on n'en prenait pas assez de papier de Protest Info, mais ça, c'était... Voilà. Et puis après, est arrivé, après 10 ans de rédaction en chef, est arrivé un nouveau rédacteur en chef d'origine française, qui travaille encore aujourd'hui dans plusieurs grands titres de l'art lémanique, dont tu diras le nom quand même. Qui est le rédacteur en chef de 24 heures et de la Tribune de Genève, directeur des rédactions de Tamedia, qui venait de France et qui avait une autre sensibilité par rapport à la religion, avec cette tradition française de séparation complète de l'Église et de l'État. C'était marrant d'ailleurs parce qu'il arrivait dans un canton de Neuchâtel où il y a une séparation de l'Église et de l'État, mais qui est une séparation quand même nuancée. Et il y a quand même des relations. Et il avait beaucoup de peine à comprendre comment on pouvait parler des sujets religieux dans nos colonnes, à moins que ce soit des scandales dont on connaît trop l'existence. Et puis, moi, je me suis occupé, à un moment, je me suis toujours intéressé, déjà quand j'étais à 24 heures, aux sujets religieux, évidemment catholique, puisque je suis d'origine catholique. Je me suis occupé, je raconte juste cette anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à Joël. Quand j'étais à 24 heures, je m'occupais des sujets un peu religieux catholiques, et puis un jour on m'a demandé de m'occuper de l'ERV, dont je connaissais comme ça un peu de l'extérieur. Et puis j'en ai fait 2-3 articles, et puis après on m'a retiré ce sujet parce que c'était pas convenable
À l'époque, c'était dans les années 90 qu'un catholique s'occupe des affaires de l'ERB. Donc je suis retourné à mes affaires catholiques. Et puis quand je suis arrivé à Neuchâtel, comme j'étais rédacteur en chef, je pouvais m'occuper de ce que je voulais, donc c'était beaucoup plus libre. Et puis après, finalement, bon, quand j'ai changé, quand j'étais plus rédacteur en chef, je me suis occupé un petit peu, je m'occupais toujours des affaires religieuses, mais mon rédacteur en chef, qui n'était pas très sensible, il trouvait que c'était pas très intéressant que je m'occupe de ça. Je pense qu'il pensait que j'avais d'autres talents pour m'occuper d'autres choses, en fait. Et donc, il a nommé d'autres personnes qui s'occupaient du sujet religieux. Et puis, finalement, je m'y suis retrouvé quand même là-dedans parce que je suis quelqu'un de tenace. Et puis, ces derniers temps, on a pas mal collaboré avec Anne-Sylvie qui nous a proposé toute une série de sujets. Et puis, j'essaye de les vendre à la rédaction en chef. En quatre yeux, comment ça s'est fait, les négociations? Quel argument vous avez réussi à dire pour que ça change? Ça peut servir peut-être dans d'autres titres? À l'usure. À l'usure, au bout d'un moment, il y a des trous dans le journal et puis on arrive à remplir avec ça et puis on y croit. Mais cela dit, c'est un combat rude et puis tu le sais, Anne-Sylvie, qu'il est rude et notamment avec les titres. Tu parlais des relations avec le Nouvelliste où vous avez réussi à rentrer. C'est quand même pas facile. On aurait pu... Canton catholique en plus. Canton catholique. On pourrait parler aussi ici de la difficulté que vous nous avez fait une proposition il y a quelques mois d'avoir un abonnement plutôt que de payer les articles à la pièce, ce qui, moi, j'ai estimé que c'était une opération qui aurait été super intéressante au niveau du groupe ESH, donc une nouvelle liste Arc Info et La Côte. Malheureusement, il y a eu des blocages qui ne venaient pas d'Arc Info. Et puis La Côte est un petit élément, donc je ne dirai pas plus. Donc finalement, il y a des blocages quand même, c'est toujours... Voilà, mais tout est dans les rapports, dans les discussions qu'on a personnelles. Et puis, je le répète, hein, c'est un peu à l'usure qu'on obtient quand même quelque chose. Mais cela dit, moi j'aime bien parler avec vous et j'aime bien les échanges qu'on a. Et puis surtout, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et Lucas, avec qui que je vois pour la première fois, hein, on a peu de contact. Je trouve que vous avez une capacité à vous adapter aussi aux demandes des clients qui est intéressante. Tu te rappelles, Anne-Sylvie, qu'un jour, tu m'as envoyé un article sur un sujet dont on avait discuté avant. Je trouvais qu'il manquait un angle. Tu m'as dit, pas de souci, j'y vais. Je demande à Lucas de faire. La question a été posée, l'ajout a été fait. Et je trouvais que c'était cool, quoi. Et on discute entre journalistes et on trouve une solution. Merci beaucoup. Joël, est-ce que justement on peut revenir sur cette anecdote où tu as dû préciser à un lecteur, tu es carrément intervenu dans... C'est quand même le sacré foutoir, ces commentaires, dans n'importe lequel titre qu'il y a, là, une section commentaires, où on a le bon vieux boomer, le bon vieux réac, le bon vieux... Les trolls, on oui. a tous les trolls, Oui. quoi. Mais et tu as dû préciser un petit peu pourquoi tu prenais... Mais c'est pas arrivé si souvent dans les c'est arrivé une commentaires. fois, Par hasard, j'ai vu ce tu signais commentaire vraiment. parce que je les lisais pas tous, évidemment. Sans ça, on y passerait la journée. Et on paye des gens pour le faire à notre place. C'est pas hyper efficace, mais toujours est-il que je vois justement un lecteur qui dit « Ah, pas étonnant, évidemment, l'agence de presse protestante qui parle de l'Église, qu'est-ce que c'est crédible, ah, ah, ah. » C'était un truc comme ça, quoi. Et puis, je me suis simplement contentée de l'informer du fait que, voilà, vous étiez une agence indépendante, rappeler un petit peu... Alors, oui, je trouve que ce serait intéressant peut-être de parler de ça, parce que c'est facile de vous défendre en disant que vous vous êtes vous-même astreint à respecter la charte de déontologie journalistique, la charte de Munich, disons pour simplifier. Mais néanmoins, je trouve que M. Lebas a eu raison là tout à l'heure de souligner quelque chose, mais je vois toujours pas vraiment la différence entre vous et nous. Si, en admettant qu'une personne haut placée, l'éditeur Tamedia, ou une personne haut placée dans la direction générale de mon ancienne entreprise, et une aventure avec une subordonnée,
effectivement, en tant que journaliste employé par Tamedia, c'est évident naturellement, on va se récuser. On va pas être à l'aise pour traiter cette information. Donc, on va avoir plutôt tendance à laisser les collègues des autres rédactions faire le travail et puis reprendre l'ATS. Merci Tania, merci tous les journalistes de l'ATS qui nous rendent bien service. Et il y a eu des nouvelles beaucoup moins croustillantes que ça ces derniers mois ou années. Et on avait tendance aussi, quand il y avait des plans de restructuration, etc., à prendre plutôt l'ATS plutôt que nous signer des papiers critiques. Comment voulez-vous qu'un journaliste de 24 heures fasse son travail sereinement, quoi. Il peut le faire, mais là, on atteint vraiment... Donc moi, j'ai une question pour Anne-Sylvie et Lucas. Lucas, pardon. J'ai dit Lucas pour Rita Famos. Voilà. Est-ce que, admettons que, on sait très bien qu'il n'y a pas que dans l'Église catholique qu'il y a des scandales. Admettons que vous appreniez quelque chose, mais d'un peu près de vous, des gens que vous connaissez là autour. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous contactez... On va vous laisser répondre, mais est-ce que vous contactez un journaliste d'un média généraliste pour lui donner l'info ou est-ce que vous le traitez vous-même? Donc, je me réjouis d'avoir une réponse. Alors, on considère que si ça concerne Protest Info, on ne peut pas parler. Donc, hier soir, à l'AG de la CER, il y a eu un grand débat autour de Protest Info et justement les possibles limites qu'il faudrait mettre ou pas. On ne va jamais écrire dessus. Par contre, les églises, oui, parce qu'on considère que déjà c'est notre mission, et en plus, et on l'a fait, parce que l'ancien président des réformés suisses, c'est un de mes articles, entre autres avec les articles de mes collègues alémaniques, qui ont permis de mettre à jour les problèmes qu'il y avait, et les églises étaient très contentes parce qu'au fait, elles avaient un avocat au cul, si vous me permettez, et elles ne pouvaient absolument pas se défaire de leur président, absolument pas, elles ne pouvaient pas sortir l'affaire parce que les pressions juridiques étaient folles derrière, et ils ont été super contents que Protest Info et les journalistes alémaniques sortent de l'affaire. Donc, en fait, des fois, on sort des choses qui peut-être cause un dégât d'image temporaire, mais au final, aide beaucoup l'institution à se renouveler, à faire le ménage. Oui, c'est un très bon exemple, sauf que là, on est d'accord, vous avez rendu service à l'institution qui vous finance. Donc, on n'est pas tout à fait dans le truc qui dérange toute l'institution. Mais voilà, c'est quand même un très bon exemple et très courageux. Merci. Non, mais alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est et c'est comme ça avec tout le monde, c'est que, d'ailleurs, tout bon journaliste, on en parle souvent avec Antoine Hurlimann, qui est chef de l'info à l'Illustré maintenant, et qui est un de mes meilleurs potes. En fait, on passe des fois pour le droitard, selon l'article qu'on fait et l'angle qu'on a, ou parfois le gauchiste, le wokiste. Et donc, dans les églises, c'est pareil. Parfois, il y a certains articles, les mêmes, qui font le jeu de l'église, si tu veux bien, et puis d'autres pas. Il y en a un, par exemple, il y a une équipe très... de pasteurs assez progressistes de l'église protestante de Genève, l'église de Calvin quand même, qui, il y a quelques années, avait une réflexion de démasculiniser la figure de Dieu, c'est-à-dire de parler d'un autre père, d'une autre mère. C'est un article qu'on a fait dans Le Temps, qui a fait un truc incroyable. Et l'église protestante de Genève nous en a beaucoup voulu, mais une partie de la base venait me dire on était bien content de savoir que cette réflexion avait lieu, merci de nous l'avoir dit. Donc on ne sait jamais, il y a toujours... Et puis parfois aussi la réception médiatique, ce qui se passe après, le forum du soir sur la RTS qui noircit le tableau et tout, le traitement ensuite, ce qui se passe avec le papier ne nous appartient pas, voilà, bien sûr. Peut-être, tu veux... J'avais envie de rebondir avec un cas particulier, Aline. Savoir déjà au sein de la rédaction, est-ce qu'il y a des fois des remarques, parce que c'est Protest Info qui écrit. Alors on est très très bien pris dans toutes les rubriques par Le Temps. Mais on s'est posé cette question particulièrement si Nicolas Villemin ne pouvait pas écrire sur l'Église protestante parce que c'était mal pris pour un catho. Par exemple, quand c'est
Protestinfo, à la mort du pape, qui a fait 2 articles sur la mort du pape, qui a interrogé Morero. Est-ce qu'il n'y a pas un petit froissement de se dire, mais attends, quand même, l'agence protestante interviewait Morero pour la mort du pape? Non, en fait. Non, parce qu'en fait, on était très contents. On a eu seulement une réflexion de se dire, parce qu'il y avait une spécialité pour ce papier, parce qu'il avait été préparé en avance. Il y avait 2 papiers différents. Oui, en fait. c'est ça. Donc, il fallait juste, en fait, entre guillemets, adapter un certain nombre de choses, mais autrement, non, il n'y a eu aucune réticence. Par contre, ce qui concerne évidemment le pape lui-même, etc., nous, on avait le correspondant qui était à Rome et qui a couvert principalement ces aspects. Mais non, il n'y a pas eu de réticence particulière. Et puis même de manière générale, quand vous proposez des sujets, il y a parfois des questions d'adaptation au niveau des lignages, parfois des angles, en fait, où nous, on est déjà en train de couvrir une actualité. Et puis là, en fait, pour le temps, il faut vraiment faire le pas de plus. C'est-à-dire, en fait, les lecteurs ont déjà l'information et puis il faut être vraiment plus précis parfois dans les angles. Mais autrement, non. Nous sommes pragmatiques. C'est-à-dire que quand il y a des aspects qui peuvent être couverts de manière complémentaire, bien sûr que les grandes enquêtes, c'est nous qui les menons, hein, ça c'est certain. Mais quand il y a des aspects comme ça complémentaires qui peuvent nous aider, on prend l'aide quand elle vient, quand elle est de bonne qualité et on sait qu'elle l'est, quoi. Donc il n'y a pas eu de réticence à ce niveau-là, non. Pour les grandes enquêtes, je dois dire que le fait de travailler de longue date avec des rédactions nous aide beaucoup. Quand on a publié une grande enquête sur un fameux accord autour d'une histoire d'abus dans l'Église, on a été protégé par le temps qui a fait valider le texte par vos juristes. Donc il y a vraiment une relation de confiance et nous, ça nous sert aussi. Mais parce qu'à partir du moment où en fait on publie, on reprend le texte et on le reprend chez nous, nous sommes responsables de ce que nous publions. Et donc raison aussi pour laquelle quand il y a des enjeux, ça passe par les fourches codines de la rédaction en chef qui est présente ici et aussi éventuellement de l'avocat. Joël. Oui, je suis d'accord avec le fait que les rédactions en chef sont responsables des contenus qu'elles publient, mais je crois savoir que Protestinfo a aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'objet d'une plainte au Conseil de la presse, par exemple. Et c'est l'occasion pour moi encore de vous envoyer des fleurs, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de plainte contre Protestinfo, à ma connaissance. Il y a des menaces de plainte, mais pas de plainte, non, effectivement. Est-ce qu'on va bientôt conclure, mais on va encore faire parler une fois Nicolas Villemain et Laetitia Guinan. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite de la collaboration? Comment on peut s'améliorer et faire que les sujets de Protestinfo passent les portes d'Arc Info? Mais quand il y a des sujets très intéressants, puis je voulais revenir et rebondir sur une phrase qu'a dit, un exemple qu'a donné Philippe Lebas sur le patron de Tamedia qui avait une relation. Ou s'il aurait une relation. Mais je trouve intéressant là-dedans. Non, mais c'est ce qui m'intéresse là-dedans. On s'en fiche, bien sûr. Mais par exemple, on a publié une enquête de Protestinfo sur le fait que le président du conseil synodal du canton de Neuchâtel avait une relation avec une conseillère synodale du même canton de Neuchâtel qui a dû démissionner à cause de cette relation. Et je veux dire, ce sujet, je veux dire, il a été traité, et on parlait justement de l'Église qui parle, enfin de Protestinfo qui parle sur ce qui se passe dans l'Église. Ça a été fait, je pense que c'était un peu complexe de votre côté. C'était pas une enquête, mais disons qu'elle partait à cause de cette raison, et on a fait une interview on expliquait. À l'occasion de son départ, on expliquait. Et après, il y a eu une grande discussion dans la rédaction pour savoir, mais pourquoi c'est elle qui démissionne? Oui, mais on lui a posé la question. Et la question, c'est ça que tu m'as demandé d'ajouter. Qui est venue chez nous et qu'on a dit, il faudrait poser la question. Hein, et vous nous avez mis un titre quand même assez public, assez gala quand même. Je sais plus quel était notre titre, mais finalement le titre c'était très littéral, c'était elle quitte le conseil synodal car elle est en relation avec le président. Ouais. J'avais appelé, d'ailleurs j'étais en pleine fondue, puis je vois ça sur le net, je me dis ça va être dans le print comme ça demain, est-ce qu'on peut pas avoir un truc un peu plus light? Non. Parce qu'il faut juste rappeler que les titres qui nous reprennent peuvent changer, ont le choix de la photo, du titre et du chapeau et de la phrase en citation. Et c'est souvent ces choix-là qui nous posent des problèmes.
On s'y soumet, on s'y soumet. Laetitia, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu vas continuer à nous lire? On avait encore une dernière question, c'est est-ce que, voilà, toi, tu as un très bon discours là-dessus, parce qu'effectivement, et de plus en plus, je trouve, dans les thèmes du point, tu t'intéresses aux religieux et tu dis que, tu l'as dit un petit peu avant, tu l'as esquissé, mais on a besoin du traitement. Oui, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas de traiter le religieux pour le religieux. Encore une fois, j'essaye de correspondre à des phénomènes de société, aux questions que les gens se posent, et les gens se posent ces questions, notamment chez les jeunes. Alors, voilà, mon public n'est pas forcément un public jeune, mais ça, c'est quelque chose d'hyper présent. La radicalité, l'aspiration à la radicalité, parce qu'on a l'impression qu'on se sécularise, mais en fait, on ne voit pas qu'une grande partie, enfin, notamment la jeunesse aujourd'hui, se radicalise, que ce soit dans le catholicisme, dans l'église évangélique, un peu moins dans le protestantisme tel classique, tel qu'on le connaît, et dans l'islam aussi. Et c'est vrai qu'ils aspirent à une forme de radicalité, ils aspirent à des réponses. Et donc, tout ça, ça doit être dit, parce que tout ça, et puis d'ailleurs ça doit être traité parce qu'effectivement notre mission c'est de lutter contre cette forme de radicalité. Cela dit, vous citiez le pape, vous citez tous les sujets que vous avez traités, pratiquement sont des sujets qui intéressent le pape. Le pape, la mort du pape, je crois qu'il n'y a jamais eu autant un engouement pareil dans le grand public, chez les laïcs, etc. Parce qu'il y a ce besoin aussi de référentiel, de sérieux aussi chez les politiques, et le pape représente tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui de parfaitement dans l'air du temps, dans vos sujets. En revanche, c'est vrai que on parle de déontologie, etc. Mais plus vous allez être présent et plus vous allez être attaqué. Parce que cette radicalité, aujourd'hui, c'est impossible de travailler comme journaliste sans être attaqué tout le temps sur les réseaux, trollé, etc. Et quelque part, le sujet religieux est pas moins polémique aujourd'hui qu'avant, au contraire. Et donc, je pense qu'effectivement, ces attaques-là, pour les titres qui vous emploient, pour les églises qui vous financent, il ne faut pas forcément en avoir peur, parce que c'est quelque chose qui malheureusement accompagne aujourd'hui notre job de journaliste. Et chez toi, les numéros de ton émission, parce que les membres d'une chaîne qui n'en finit pas de monter, non mais c'est vrai, les audiences sont vraiment bonnes, il y a des bons scoops et des Swiss Press Awards distribués récemment. Les sujets religieux, ça fait à chaque fois une bonne audience, le numéro du point qui parle de religion ou Alors pas? ça dépend. Il y a des sujets qui sont plus, selon les années, qui sont plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, les sujets internationaux, mais internationaux comprend aussi aujourd'hui les sujets religieux. Encore une fois, que on parle de Trump ou qu'on parle de Mélanie, de Rome, n'importe quoi. Aujourd'hui, les choses sont assez intrinsèquement liées. Il y a des années où ce sont les sujets sociétaux. Évidemment, là, on touche beaucoup aux religieux aussi, qui sont plus dans l'air du temps. Parfois, c'est le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat relié aux églises, pas encore ça. Mais disons que ça dépend, et ça dépend aussi toute la configuration de l'actualité. Enfin, il y a 10 000 composantes qui rentrent. Et du plateau, évidemment, quand il y a toi en plateau, ça marche beaucoup mieux. Il y a 10 000 composantes qui rentrent dans le fait qu'on fasse un succès d'audience ou pas, et qui ne doit d'ailleurs pas être complètement... on ne doit pas rechercher ça, on doit chercher à essayer de répondre aux questions que les gens se posent, mais pas complètement tirailler dans l'audience, qu'on a très bonne. Donc, effectivement, les sujets religieux, pour répondre à ta question, vu nos audiences et vu qu'on en parle pas mal, ça doit marcher très bien. Je veux vous remercier pour votre présence aujourd'hui, et je veux vous remercier aussi pour l'intérêt que vous portez à notre travail, parce que c'est très très important pour nous, professionnellement et humainement, de savoir que même si on est dans une agence de presse étrange, même si on est entouré de gens d'église et pas de journalistes, de sentir quand même de la profession. Voilà. Et puis si quelqu'un de vous veut encore dire un dernier mot pour conclure, sinon on va passer... Moi, j'avais quand même envie d'ouvrir une toute petite porte sur 4.ch. Pourquoi moi, j'ai un peu la réponse. Pourquoi 24 heures, Protest Info et pas l'équivalent catholique? Mais j'aimerais bien poser la question à un catholique. Pourquoi est-ce qu'on fait confiance, par exemple, dans 24 heures, quand j'y étais, à Protest Info, pour relayer des informations, pour traiter l'actualité des églises réformées et des églises chrétiennes en général? Et pourquoi? C'est toi qui a la réponse. Oui, mais j'aimerais bien l'avis d'un catholique.
Moi j'ai l'impression quand même que, indépendamment de l'historique qu'on a avec Protestinfo, indépendamment des traditions vaudoises, peut-être plus liées effectivement au protestantisme, à l'esprit de la réforme, justement cet esprit-là, ce pluralisme, etc. Moi, j'aurais tendance, comme ça, instinctivement, je ne sais plus comment ça s'est déroulé. Un temps, on avait les articles de son frère, Jean-Brice Villemain, qui travaillait pour la PIC, qui est devenu 4.ch, non? Non. Mais enfin, c'était clairement... Mais catholique, hein, vraiment. Enfin, bref. Oui, je ne sais pas si ma très rapidement. était claire. Mais... bon, comme je m'occupe des catholiques, en tant que catholique, je me sens très à l'aise pour écrire sur ce qui se passe dans le monde catholique et je me sens plus critique que ce que fait 4.ch. Mais cela dit, j'ai des très bons contacts avec... C'était le cas de Jean-Brice, je crois aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve un petit peu souvent, Jean-Brice et moi, les deux frères, l'aîné et le cadet, sur des sujets un peu similaires. Mais je veux dire, c'est une question d'opportunité. Je sens qu'il y a moins, même si je m'entends très bien avec les journalistes de 4.ch, Bernard Alette, Maurice Page, avec qui j'étais à l'école, et les autres, dont j'ai plus le nom forcément. Il y a Fabien Hunenberger qui est là, qui est le rédacteur en chef. Et comme on va commencer Protestinfo sur le grill, le dernier petit quart d'heure où vous nous posez des questions, on va commencer par une réponse qui sera la sienne. Oui, ça fait très bien. Alors, je suis directeur de 4Info et non pas rédacteur en chef de 4.ch. Je prends la défense de mes collègues. D'abord, prenons langue, discutons. Si vous pensez qu'il y a un défaut déontologique ou un défaut d'esprit critique chez 4.ch, discutons-en. Je pense que nous sommes ouverts à cette discussion-là, c'est intéressant. Sur le site, puisqu'il y a effectivement un accent très fort qui a été mis sur le site Internet Propre, qui est une marque partagée avec les centres alémaniques et tessinois. C'est vrai que nous avons misé sur cette stratégie de diffusion, peut-être plus que sur des partenariats, mais nous sommes ouverts à des partenariats. Donc je pense qu'une discussion vigoureuse, y compris sur des thèmes qui sont piquants, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Alors peut-être que le site, pour des raisons historiques aussi, et là je parle sous le contrôle du précédent directeur Bernard Litzler, a aussi beaucoup développé d'autres aspects internationaux, peut-être des connexions avec Rome ou avec le catholicisme dans sa dimension universelle. C'est vrai que des forces ont été peut-être plus investies là-dedans que dans l'enquête de terrain, et ça c'est peut-être une trademark, une marque de fabrique de Protestinfo que 4.ch a moins, et qu'on pourrait développer. Alors ça c'est peut-être un souhait. Il faut évidemment avoir les forces de travail pour le faire. Mais je pense que c'est une perspective de développement que nous avons. Et il arrive au site d'être critique, y compris vis-à-vis de l'institution catholique. Il y a des affaires douloureuses, difficiles, compliquées, juridiquement lourdes que traite le site 4.ch. Je pense à des affaires d'abus sexuels dans différents contextes. Nous essayons, et c'est compliqué pour nous comme pour Protestinfo de le faire, de faire un travail de vérité. Nous le pensons, enfin là je parle au nom de la rédaction, que c'est un bien aussi pour l'institution que d'être confronté à l'épaisseur humaine, parfois douloureuse, de ce qui se passe dans les sacristies ou dans les églises ou dans les camps de scouts, pour le dire comme ça. Mais parlons volontiers. La soirée est longue. Excusez-moi, c'était vraiment pas pour vous attaquer, c'était une vraie question et c'était mon ignorance que je voulais partager ici, parce que à part le fait que 4Info n'est pas venu gratter à la porte comme peut-être le fait plus volontiers Protestinfo des rédactions. C'est vraiment par ignorance. Je vais dire à mes collègues de se laisser pousser les ongles alors. Je ne sais pas tellement comment vous travaillez, donc je suis très contente de vous entendre. Merci beaucoup. C'est le début de quelque chose, peut-être. Oh, c'est beau. Cette Sylvie me souffle qu'on est, nous, les spécialistes de l'usure aussi, donc il faut peut-être prendre exemple, en fait. Voilà, c'est ça. Merci. On va continuer à passer. Vous pouvez soit vous asseoir, soit rester ici, mais vous êtes si bon, non, restez. Ah, tu veux t'asseoir, alors allez vous asseoir, et puis on passe encore un peu le micro. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se retrouve après pour le cocktail. Et oui, on va passer le micro. On va se le passer entre nous. Si quelqu'un lève la main, je vais d'abord me jeter sur lui, puis après, on se le passera dans l'assemblée. Antoine. Oui, bonsoir. Merci, Lucas.
Je voulais préciser, donc Anthony Liman, chef de l'Info à l'Illustré. On a le bonheur depuis quelques semaines d'avoir fait entrer Protest Info dans nos colonnes. Du côté de l'Illustré, on est très content de cette collaboration naissante. Néanmoins, il m'apparaissait important de clarifier une position. Monsieur Lebas a fait un joli lapsus en vous qualifiant d'agence de communication à plusieurs reprises. C'est précisément parce que vous n'êtes pas une agence de communication que vous êtes dans les colonnes de l'Illustré, mais parce que vous êtes une agence de presse. Et que donc votre boussole, c'est les droits et les devoirs des journalistes. Et moi, ce que j'aimerais clarifier ce soir, c'est pas une menace, c'est simplement c'est un deal qui est clair. Si demain nous devions avoir l'impression à l'Illustré que votre indépendance n'est plus garantie, notre collaboration s'arrêterait. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans l'Illustré parce que nous vous considérons comme des journalistes et non pas comme des communicants. Voilà. Donc c'était pas une question, mais merci beaucoup pour le statement. Super. C'est un avertissement, mais on est assez d'accord avec l'avertissement. Alors, en tant que média réformé, comment vous sentez-vous perçu par l'Église catholique quand vous enquêtez sur elle? On n'est pas un média réformé déjà, hein. On est une agence de presse réformée qui publie dans des médias séculiers. Vous dites la question, c'est comment on est perçu par l'Église catholique? Comment est-ce que vous vous sentez perçu par l'Église catholique? C'est bien, oui, plutôt bien. Là, récemment, on a parlé dans... Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, en fait, ça, c'est une règle qu'on... Alors, des fois, il y a un sujet qui est l'Église catholique, mais souvent, c'est Laetitia, je crois, qui a dit qu'on essayait d'être écuménique. C'est vrai, quand on fait un sujet de société, par exemple, on essaie d'avoir tous les points de vue. On va même des fois on pousse jusqu'aux juifs, aux musulmans. Non, mais enfin, voilà, quand c'est une thématique chrétienne, on essaie d'avoir tout le monde, un peu donc les deux versants, parfois même aussi les évangéliques. Donc, non, on a une très bonne perception d'eux, je crois, et eux de nous. C'est vrai que c'est moins notre sujet, mais il a pu arriver, je sais pas, par exemple, les petits cafouillages chez Maurice Zindel, l'église de la gare, en fait, là, qui est ce très beau bâtiment, on a pu apprendre des choses sur eux, on les a écrites, ils nous ont pas forcément aimé à ce moment-là, mais enfin voilà, ça a peut-être aussi permis, des fois les enquêtes permettent aussi un peu un appel d'air d'un côté comme d'un autre. Hein. Et puis ils sont très contents quand on fait des grandes opérations, à Noël, on a fait une grande interview de l'évêque Morero, et de Pierre-Philippe Blazer, vice-président de l'ERS et président de l'église fribourgeoise. Donc, au fait, on a leur contact, leur numéro de portable, ce qui m'a permis de pouvoir appeler M. Morero alors qu'il était à l'aéroport en train d'aller au Vatican, le jour de la mort du pape. Donc, en tout cas, ils se plaignent beaucoup moins que les églises réformées parce qu'elles ne nous payent pas. Donc, il n'y a pas ce lien, on est pour eux comme un autre journaliste. Encore une question, Bernard. Oui, en vous écoutant avec tous les contacts que vous avez, dont je vous félicite, est-ce qu'il n'y a pas une question de stratégie aussi? Je pose ma question dans le sens de les rédactions, de manière générale, ont de moins en moins de monde, donc vous leur rendez bien service parce que un article de Protest Info coûte certainement moins cher qu'un article écrit par un journaliste du cru. Et de manière plus générale, la stratégie, on parlait de 4CH tout à l'heure, la stratégie de 4CH qui a 10 ans, 4 Info a 10 ans cette année, donc 2025, 2015, 2025. Voilà. Donc, en fait, la stratégie a été vraiment clairement web. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu moins de contacts poussés. On n'a peut-être pas non plus les personnes qui ont le charisme de nos deux co-opinants. Mais donc, on a moins poussé la stratégie vers la presse écrite. C'est évident. Donc, c'est un défaut. Enfin, c'est vrai que c'est deux stratégies différentes et le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site le dit clairement. Si on le compare à notre nombre de visiteurs très très bas en comparaison. Donc clairement, il y a visiblement une volonté. Nous, clairement, on ne fait des articles qui rentrent dans les standards. Et puis, alors parfois, ils ne sont pas repris par la presse, mais il faut qu'ils aient au moins une chance de pouvoir être pris. Sur 4, il y a des articles qui sont de la news pour dire au lecteur « Ah bah, il y a eu ce gros truc qui est sorti sur l'Église catholique dans 24 heures ce matin. » On vous le résume. Donc, c'est effectivement deux stratégies différentes. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, le mot « agence de presse », je l'ai pris au pied de la lettre. « Agence de presse », pour donner des articles à la presse. Donc, je suis partie sur le modèle ATS. Et puis, il me semble, Bernard Litzler, que chez CAT, il y a une volonté de couvrir l'actualité catholique. Nous, pas. Nous, on ne peut pas tout couvrir. De toute façon, on est trop peu. Donc, on essaye de placer des papiers ponctuels sur des actus ponctuels et
voilà, des observations de société, des enquêtes qui peuvent parfois prendre du temps. On a fait une enquête récemment, on en parlait avant, qui nous a pris je ne sais pas combien de semaines, pendant laquelle on a publié 17 autres articles en même temps. Enfin, voilà, mais nous, on ne couvre pas. Mais vous rendez service à toutes les rédactions romandes, en fait. Oui, mais ils nous rendent bien service aussi à nous. Enfin, je crois que tout c'est donnant-donnant. J'espère surtout qu'on rend service aux églises. Parce que c'est ça notre mission. Non, mais je parlais aussi du plan financier, parce que derrière les rédactions romandes, il y a de moins en moins de moyens, il y a de moins en moins d'argent aussi. Oui, mais c'est le deal, c'est que nos articles sont moins chers, enfin, un peu moins chers à la pièce. Enfin, ça, c'est toi qui gères, ça. Moi, j'écris. Ça, c'est la boîte noire de la stratégie de Prodest Info. Oui, je vais rebondir. Je vais d'abord vous remercier, vous saluer. Vous faites un magnifique travail. En effet, je travaille au Temps. Je suis à la rédaction en chef du Temps, encore un petit peu. Et merci. Et merci aussi pour votre souplesse quand on doit des fois retravailler les choses, amener des compléments. Et c'est extrêmement précieux. Aujourd'hui, la presse va mal. La presse souffre, en fait. Et c'est un immense problème de société. Et avoir des modèles comme ceux-ci, avoir des modèles comme le Temps qui repose sur une démarche philanthropique, en fait, derrière, qui permet aux médias d'exister encore, c'est une manière pour les modèles de se renouveler, de se chercher. Et donc encore heureux qu'on ait des solutions comme ça, il y en a d'autres, qui permettent à l'information de passer et au travail libellé journalistique de passer. Et je termine en disant une chose. Vendez. Heureusement qu'on doit vendre. Mais heureusement qu'on doit faire des démarches de marketing éditorial pour vendre notre contenu. J'entends parfois des paroles un petit peu comme ça, un petit peu apeurées. Oh mon Dieu, ils font des titres qui racolent un peu. Mais racolons, faisons lire les gens, faisons acheter les gens. Sinon, on est mort. Merci, Van Dappe. À moins qu'il y ait une dernière question, je propose qu'on termine là-dessus et qu'on commence le cocktail et qu'on se sustente et qu'on se rafraîchisse. Une dernière question ou pas? Merci infiniment de votre présence à tous à cette soirée des 25 ans de Prodest Info. Merci beaucoup. It's